Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Vous en avez probablement entendu parler, fin décembre 2024, le système ATLAS pour Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, le système d'alerte ultime des collisions d'astéroïdes si vous voulez, a détecté un astéroïde inquiétant qui pourrait percuter la Terre le 22 décembre 2032. Attends, je vais noter la date dans quoi, 7 ans? J'aurai 37. Putain, mais à 37 ans, en fait, t'as le temps de rien faire. Qui pourrait percuter la Terre le 22 décembre 2032. Ça fait très film de SF dit comme ça, et la presse nous a inondé de la nouvelle, mais... Faut s'inquiéter ou pas? Non, au calme, en vrai, y'a que 2% de chance. Bon, aujourd'hui je teste un nouveau format. On va rester sur du astrologique pur et dur, mais avec une durée plus courte, moins d'efforts de montage sur les illustrations, qui se voudront peut-être aussi un peu plus rares, et des publications en plus des épisodes normaux. Donc juste pour être clair, une semaine sur deux sortent les épisodes astrologiques habituels, et la semaine entre sortiront peut-être des formats comme celui-ci. Bienvenue donc dans ce format light. On reprend. Parce que même si ça arrive en 2032, y a aucun intérêt à faire spawn un gamin. Enfin, genre imaginons que dans 5 ans j'ai un gosse, bah il sera encore là, il sera au plus bas déjà, il jouera encore que avec son caca les gars, après il va se prendre un astéroïde, il va rien comprendre. Et même si j'en fais un là maintenant, mais il aura que 7 ans, il va rien faire. Pourquoi il y a Skyard, je sais pas. Le système Atlas, mis en place par la NASA en 2015, est constitué de plusieurs télescopes dont le but est de surveiller le ciel en quête d'objets se rapprochant dangereusement de la Terre et qui n'auraient pas été détectés avant. On parle d'objets détectés tellement tardivement que leur collision avec la Terre serait inévitable. L'intérêt de ce système est de disposer ne serait-ce que de quelques jours d'avance. Pourquoi? Parce qu'un astéroïde détecté aussi tardivement, on table quand même sur le fait qu'il n'est pas grand comme le Texas. Oui, moi aussi je cache des rêves dans mes vidéos, abonne-toi. Et donc un objet de taille limitée, de l'ordre d'une centaine de mètres, ça ravage pas la planète façon dinosaure. Concrètement, un objet d'une centaine de mètres est même pas assuré de toucher le sol. Et oui, en pénétrant l'atmosphère à plusieurs kilomètres par seconde, il comprime tellement l'air que celui-ci s'échauffe au point d'en devenir du plasma. Et l'astéroïde se fractionne en plusieurs morceaux qui sont soumis aux mêmes contraintes, se fractionnant à leur tour, etc. Mais attention, n'imaginez pas que parce qu'il ne touche pas le sol, le problème est réglé. En effet, on parle toujours là d'une formidable libération d'énergie qui se compte en kilotonnes, voire en mégatonnes de TNT. Et ce genre d'explosion, qui a lieu quelques kilomètres au-dessus du sol, c'est dévastateur. Vous le savez peut-être, en tout cas maintenant vous le saurez, les bombes nucléaires larguées sur le Japon n'ont pas explosé à l'impact. Elles ont explosé en l'air. Comme ça, l'onde de choc était moins retenue par le relief, et leurs dégâts étaient maximisés. Là c'est pareil. Rappelez-vous Tcheliabinsk, le 15 février 2013. Un astéroïde mesurant une quinzaine de mètres a pénétré l'atmosphère à 19 km/s, libérant ainsi une énergie de 440 kilotonnes de TNT à une trentaine de kilomètres d'altitude, soit 3 fois l'altitude de croisière d'un avion de ligne. L'onde de choc a provoqué des dégâts à hauteur de 33 millions de dollars et fait 1500 blessés dans toute la région. L'astéroïde venait d'une direction telle qu'on ne pouvait pas le voir arriver. En effet, il se trouvait trop près du Soleil dans le ciel. Ce caillou, d'une quinzaine de mètres et pesant 12 000 tonnes, a pété 30 fois plus fort que la bombe d'Hiroshima. Donc, l'intérêt de détecter ce genre de bestiaux à l'avance, même si c'est l'affaire de 2 jours, c'est simplement de pouvoir évacuer la zone d'impact. Parce que contrairement au film, non, on leur envoie pas de tête nucléaire dans la gueule, ça servirait à rien. Et donc... pourquoi il n'y a pas eu tant de dégâts que ça, les gars? Parce que bon, il y a eu 1500 blessés, mais il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, je sais pas s'il y a eu des morts ou quoi, mais... Oui, bon. Comparé à Hiroshima, région isolée. Ah ouais, tu penses que c'est ça? Tout ça pour dire qu'un astéroïde qui explose dans l'atmosphère, c'est pas forcément moins chiant que s'il tombe au sol. Bon, mais revenons à 2024 YR4. À l'heure où j'écris ces lignes, on ignore encore sa taille exacte. Mais voilà ce qu'on sait. Déjà, il s'appelle 2024 YR4 parce qu'il a été découvert en 2024.
Y indique que la découverte date de la deuxième moitié de décembre et R4 est le code qui indique le numéro de découverte sur cette deuxième moitié du mois. Donc 2024 YR4 est la 117e découverte de la deuxième moitié de décembre 2024. Il a donc été détecté le 27 décembre, 2 jours après son passage au plus près de la Terre à 2 fois la distance Terre-Lune. En calculant son orbite, on a déterminé qu'il tourne autour du Soleil en 4 ans, avec une aphélie à un peu plus de 4 unités astronomiques. Autrement dit, son point le plus éloigné du Soleil est 4 fois plus loin que la distance Terre-Soleil. Son périhélie étant, lui, de 0,85 fois la distance Terre-Soleil, ça en fait donc un Apollon. Les astéroïdes géocroiseurs sont classés en plusieurs catégories. Les Atira et les Amors évoluent respectivement en dedans et en dehors de l'orbite terrestre et ne représentent donc pas spécialement un danger. Les Atons ont un demi-grand axe inférieur au nôtre et les Apollons un supérieur au nôtre. En gros, ça veut dire que les Atons passent le plus clair de leur temps plus près du Soleil que la Terre et les Apollons sont le plus clair du temps plus loin. Mais leurs orbites à eux croisent la nôtre et ils peuvent donc représenter une menace. Et donc, ce que l'orbite de 2024 YR4 nous dit, c'est qu'il va repasser tout près le 17 décembre 2028, mais surtout le 22 décembre 2032. Et le problème, c'est que de par ces interactions... Attends, donc déjà on a une première... on a une V1 avec lui en 2028, les gars. Avec les autres objets du... Après, il passe pas exactement au même endroit, mais... Oh là là là, attends, c'est quoi cet antagoniste de merde, là? 2032. Et le problème, c'est que de par ses interactions avec les autres objets du système solaire, il existe une certaine incertitude quant à sa trajectoire exacte. Et compte tenu de ça, on estime actuellement son risque de collision avec la Terre ce jour-là à 2,3%. Ceci le place au niveau 3 de l'échelle de Turing, l'échelle des risques de collision d'astéroïdes, un niveau suffisamment haut pour que les médias se mettent tous à en parler. Le seul à avoir fait mieux, c'était Apophis en 2004, qui est brièvement passé au niveau 4. Mais alors, qu'est-ce que ça implique? On va se le prendre sur la gueule ou pas? Et même, imaginons les gars, qu'on arrive à calculer la trajectoire et qu'on sache que tel jour, il va venir sur notre gueule, on va le faire péter. On va le faire péter les mecs. On va le faire péter. On va envoyer des ogives nucléaires. T'inquiète pas, il suffit juste de le désaxer. En vrai, c'est incroyable le métier qu'ils font parce que là, vu qu'ils calculent et tout, s'ils arrivent à le dévier les mecs, mais... dans un axe de rotation qui fait que bah en fait ça va changer toute sa trajectoire, c'est parfait les mecs. C'est parfait. On peut pas? Pourquoi? Pourquoi on peut pas le dévier? J'ai pas compris là, il y a un truc que j'ai raté. Il a dit que c'est pas possible. Ah, parce que c'est un débris qui tourne... On peut pas dévier un débris? Mais si frère, bah... ça va créer des débris. Ouais mais ça je sais, mais le but c'est juste de le dévier légèrement de sa trajectoire. Je veux pas le péter, je veux le dévier moi les gars. Je veux pas le détruire, je veux juste le dévier. On peut le dévier je pense sans le détruire. Parce que le péter ça sert à rien, c'est une idée de merde, moi je veux juste le décaler. C'est-à-dire que on arrive à lui envoyer une impulsion de l'énergie qui va le dévier de sa trajectoire, ça on peut le faire. Ça on peut le faire. Tu fais péter une nuque pas à l'impact, mais je pense que par exemple tu peux faire péter une nuque à tant de distance de la météorite qui fait que ça va faire une onde qui va peut-être le dévier de 1 chouïa, mais ce 1 chouïa sur tant de kilomètres, bah ça fait que en fait il passe totalement à côté de la Terre. Voilà. Et si oui, il va faire quoi? Bon, dans un premier temps, le chiffre est clair, 2,3%. Ce qui veut donc dire qu'on a 97,7% de chances qu'il se passe rien. La zone où... Sachant que les stats doivent monter un peu, ou ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je vois qu'il va passer en 2032, fait 2 millions de kilomètres de large. Ça laisse une marge d'erreur. Évidemment, ceci devra être affiné lors de son passage de 2028. Ensuite,
on connaît la date et l'heure où la Terre et 2024 YR4 doivent se croiser. À partir de ça et de sa trajectoire, on peut déterminer que, s'il tombe sur Terre, ce sera peut-être en France. Ouais, vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison d'attaquer le pays le plus aigri de la Terre, frère. Bah ouais, non mais j'en étais sûr, les gars. J'en étais sûr que ça allait nous tomber dessus. C'était sûr, les gars, on n'arrête pas de se plaindre pour un oui, pour un non. On est le pays, on est l'un des meilleurs pays en termes de bouffe et tout. Et on n'arrête pas de se plaindre, mec. Ah ouais, hein. Ah, il y en a plein, ils vont déménager, hein. Ah ouais, hein. Et là, tous les gars, si ça va pas leur poser problème d'aller en Afrique, hein. Oh, écoute, chérie, je... Oh non, on m'a dit que ça va péter en France. Allez, on va aller là-bas, hein. C'est... Par-delà la mer Méditerranée. Mais papa, tu m'as dit que là-bas c'était dangereux. Oh, bah on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Oh les gars, les racistes, ça va les gratter, frère. Ils vont passer par le Maghreb et oh non, mec, c'est... En France, comme par hasard, les gars. En France, nous, les Français. Manquait plus que ça, on n'avait pas suffisamment de problèmes dans la vie, quoi. Paniquez pas tout de suite. S'il tombe, ce sera quelque part sur cette ligne. Et oui, en Amérique du Sud, sous la ligne, il y a la Guyane, et la Guyane, c'est la France. Les autres, on s'en fout, c'est que des pauvres. Je What? plaisante. C'est marrant, moi j'ai besoin de le préciser, mais Yann... Frérot, on regarde cette vidéo parce qu'on veut savoir si on va survivre ou pas. Tu mets des blagues maintenant, c'est pas drôle. Mais plus sérieusement, s'il tombe au début ou à la fin de cette ligne, ce sera en rasant l'atmosphère. En Afrique, ça serait plutôt une chute verticale. Bon. Mais s'il devait effectivement nous tomber sur le coin de la gueule, il provoquerait quoi? De par ce qu'on a déjà pu en observer, on peut dire qu'il est a priori rocheux et raisonnablement dense. Et c'est une bonne nouvelle. S'il avait été métallique, il pouvait creuser un gros trou en heurtant le sol dans le genre de météore-cratère en Arizona. En tombant dans l'océan, cependant, faut pas spécialement s'attendre à un raz-de-marée. Il est trop petit. Bon, maintenant, soyons pessimistes et prenons l'estimation haute pour sa taille, à savoir 90 mètres. En cas de chute, que provoquerait-il? Pour le savoir, je vous renvoie vers ma vieille vidéo sur l'événement de la Tunguska. En gros, le 30 juin 1908, un objet d'une taille qui pourrait être similaire à celle de 2024 YR4 a dévasté plus de 2000 km² de forêt sibérienne. 2000 km², c'est énorme. Les gars, c'est énorme, hein. Oh putain de merde. Oh, ça cogne, hein. Oh putain, ça cogne de fou, frère. 2000 km², frère, c'est énorme, c'est énorme. Dit comme ça, 2000 km², ça a l'air énorme, mais c'est une surface. Et ça représente à peu près une zone de 50 km de côté. Mais comme un tel objet exploserait vraisemblablement dans l'air, le plus gros danger vient de la boule de feu et du souffle. Pas de tremblement de terre majeur ou de tsunami à prévoir. Ensuite, sur cette ligne, il y a quand même pas mal de zones désertes. Pensez simplement à l'océan. Autrement dit, côté destruction, en gros, c'est une grosse bombe atomique de l'ordre de 7 mégatonnes, mais sans les radiations. Au-dessus de l'océan... Ah ouais, petit détail intéressant quand même, c'est important de pas voir les radiations. Hein. Oh. Imagine, mec, on se tape une météorite irradiée, genre, remplie de plutonium, qui débarque d'un cosmos bizarre. Mec, imagine le live IRL que je pourrais vous proposer. Bon bah, les gars, on est en 2032, tu sais, chaîne du nez et tout. Ouais, bah regardez, c'est là-bas. Voilà, c'est le dernier jour sur Terre. Merci à toutes et à tous. Merci Drago pour le... Merci pour le sub, frérot. Ou d'un désert, le truc qui pète, ça cut. Pas la fin On vit la fin du monde ensemble, les gars. Au-dessus d'une ville, c'est plus chiant. Et c'est donc pour ça que les télescopes d'un peu partout sont braqués dessus. Le but est simple. Si jamais il doit tomber sur Terre, le savoir assez tôt pour évacuer la zone concernée, et si vraiment sa chute devait représenter une destruction trop importante, qui sait, peut-être envisager une mission du style de DART, dont on a aussi déjà parlé, qui consisterait à lui donner une pichenette pour le dévier juste un peu. Okay. Parce que sur de telles échelles de durée et de distance, y fracasser une sonde suffirait à transformer une collision en un frôlement. Et là, mec, imagine, il se foire avec la sonde, il redresse la météorite pour qu'elle tape à 100% la Terre. Et comme il est plus... Putain, on s'est gouré dans les calculs et tout, genre... que l'astéroïde dévié par DART, ça donnerait des résultats d'autant meilleurs. Si en revanche, il doit tomber dans l'eau ou le désert, vous attendez peut-être pas à ce que la NASA dépense des milliards pour le dévier. Par contre... Oh, bon, la flemme quand même, t'imagines. Les pauvres Touaregs et... Si ça devait arriver,
J'en connais un qui serait assez con pour faire le déplacement pour voir ça de loin. Mais rappelez-vous, 2,3%. 97,7% de chance qu'il n'y ait rien. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronomiques, et à la revoyure. Moi, les mecs, j'espère que ça va pas arriver. Je pensais qu'on allait être stressé, mais en fait, c'est bon. C'est bon, les gars, au calme, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. De toute façon, en 2028, on se refait on peut se mettre un petit point rendez-vous, si vous voulez.